Je suis Sadi Lalou, le directeur de cet institut. J'espère que nous allons passer une soirée fort agréable pour cette deuxième séance du cycle de cette année qui est, comme vous pouvez le constater, consacré aux Lumières, un cycle dont la direction scientifique est assurée par Bettina Laville, notre présidente. Et cette deuxième séance est consacrée à l'encyclopédie à l'ère numérique. Et je vais être comment dire, fidèle à ma réputation de faire des introductions courtes et passer directement la parole à Bettina Laville. Merci Sadi. Alors, je vais d'abord présenter à ma gauche Stéphanie Rosa. Donc, Stéphanie est une chercheuse qui a fait plusieurs livres, une spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Elle est agrégée en philosophie, elle est donc chargée de recherche au CNRS et elle a fait toutes sortes de livres qui, moi, m'ont toujours passionnée. J'ai pas tout lu, mais j'en ai lu quand même 3, je crois, parce que d'une part, elle est historienne des Lumières et elle va, je crois, commencer justement par là, même si ça devait être notre autre conférencière qui vous racontera tout à l'heure son projet, mais ça ne fait rien. Et en plus, elle interroge qui, évidemment, le centre de notre interrogation de ce cycle, elle interroge les Lumières aujourd'hui pour déplorer de temps en temps que certains courants de pensée ne soient plus éclairés par les Lumières ou soient moins éclairés qu'avant par les Lumières, et pour aussi faire des propositions. Elle est elle-même engagée dans toutes sortes de courants de pensée, fait partie de ces chercheurs qui sont dans la cité, comme on dit. Hein, voilà. Et pour ça, je salue son action. Alors, Bruno Bachimon donc, nous a fait aussi le plaisir de venir. Alors, lui, il est, disent les biographies, philosophe et informaticien. Alors, ça, j'en connais une, Laurence, je suis un peu comme ça, mais enfin, voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça implique évidemment une réflexion sur le numérique, mais surtout, il est enseignant-chercheur à l'université de Compiègne et il a une chaire, je crois, maintenant à l'université de Compiègne, mais ce qu'il fait de manière tout à fait passionnante, c'est qu'il interroge les technologies. Il a fait un ouvrage sur les technologies culturelles, etc. Il interroge la manière qu'ont les technologies de traduire la culture, de traduire en fait l'accumulation des connaissances et par conséquent de donner un sens à cette accumulation de connaissances à travers la technique. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement, qui a dû se poser question qui a dû se poser aux encyclopédistes de manière très différente de nous, puisque l'intelligence artificielle, ils n'étaient pas encore au courant que ça allait venir, mais rien que le classement, rien que la manière d'aborder les sujets, ils ont dû se poser ces questions. Ils se posent ces questions. Je crois que la troisième personne, quand elle arrivera, je lui donnerai la parole et je la présenterai, qui est au cœur d'un projet qui s'appelle le projet Encre, qu'elle va vous raconter, qui est en plus une spécialiste très, très connue de Diderot et d'Alembert, mais enfin surtout Diderot. Voilà. Alors en fait, cette séquence, moi je l'avais imaginée en 2 temps dans ce cycle des Lumières. Nous sommes évidemment à un moment donné où la connaissance est extrêmement interrogée, où elle est très puissante, où elle s'épanouit dans de multiples domaines, encore plus qu'auparavant. On est aussi dans un domaine où les sciences sociales sont interrogées, parfois très critiquées. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons tous. Et on est aussi dans un domaine où la technique nous permet une accumulation, une conservation des connaissances qu'aucune époque n'a eu. Et ça, c'est vraiment la marque de notre
époque. Alors, évidemment, on pense tout de suite au projet des Lumières et à ce projet d'encyclopédie qui a été très certainement le premier projet de la connaissance universelle. Et le mot universel est évidemment complètement au milieu de notre réflexion, puisque l'encyclopédie, qui était l'accumulation de la connaissance raisonnée, je crois, hein, le titre des choses et de l'histoire, etc., l'encyclopédie avait comme projet cet universalisme, et pas lisse qui était autre chose après ou avant maintenant. Donc en fait, on aurait tendance à se dire qu'avec le numérique et encore plus avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce projet de connaissance universelle est à notre portée. Et on le verra dans un deuxième temps, c'est justement au moment où il est à notre portée que la connaissance même est la plus attaquée et qu'on se verse dans ce qu'on appelle les fake news, le mensonge, la passion de l'ignorance, a dit récemment un philosophe, etc. Alors, Stéphanie, vous êtes spécialiste, je vous appelle par votre prénom pour la beauté du colloque, si vous le permettez. Vous êtes spécialiste de ce type, comment dirais-je, de questionnement, en fait, hein, sur l'encyclopédie. Est-ce que vous pourriez donc commencer en nous disant ce qu'a été le projet des encyclopédistes et surtout en quoi il y avait une rationalité, puisque ça s'appelait justement l'encyclopédie de la connaissance raisonnée, en quoi il y avait une rationalité dans cet immense travail de tout englober dans la connaissance. Merci pour l'invitation. Alors, je sais pas, je vais pas décrire dans les détails le projet de l'encyclopédie qui est plutôt l'objet de ma collègue qui va venir. Je vais essayer plutôt de tirer quelques fils entre l'encyclopédisme du XVIIIe siècle et l'état de la connaissance et du débat public aujourd'hui. Voilà, je lui laisserai le soin de revenir dans les détails. Elle le fera mieux que moi sur voilà, ce qui animait Diderot et d'Alembert. Je vais en dire quelques mots, mais je vais pas trop développer. J'avais prévu de ne pas trop développer à cause de sa présence. donc voilà. Alors, comme vous le savez peut-être, Wikipédia aujourd'hui, donc l'encyclopédie en ligne, est au cœur d'une bataille juridique et politique qui a fait un peu de bruit dans la presse. Le 20 février 2025, donc c'est vraiment tout récent, hein, un appel en ligne a été publié par le magazine Le Point, qui intime à la fondation Wikimedia d'établir des garde-fous beaucoup plus efficaces contre les détournements idéologiques de l'encyclopédie, c'est leur terme, hein, les détournements idéologiques, et demandant donc aux contributeurs de Wikipédia de restaurer, je les cite encore, neutralité et rigueur sur les pages. Donc l'enjeu, c'est celui de l'intégrité, de la qualité de la connaissance, de l'information et du débat démocratique, conclut cette lettre ouverte, qui a quand même été signée par une centaine de personnalités, parmi lesquelles de nombreuses ont eu des problèmes en fait sur leur page Wikipédia en ligne. Hein. Et cette lettre, elle a été assortie de menaces juridiques beaucoup plus directes, puisque par la voix de ses avocats, le magazine Le Point a adressé une mise en demeure à la Wikimedia Foundation dans les jours qui ont précédé. Et dans ce courrier, donc, les conseils de l'hebdomadaire dénoncent la mise en ligne manifestement malveillante d'informations partielles et erronées concernant Le Point, sur la page Wikipédia francophone Le Point, en cause notamment des accusations d'islamophobie et de manquement à la déontologie professionnelle. Et donc, si rien n'est fait, l'affaire sera portée devant les tribunaux. Alors, de toute évidence, les accusations qui sont portées contre Le Point sur Wikipédia, quoi qu'on en pense sur le fond, hein, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ces accusations, mais elles n'ont rien à voir avec une description neutre, c'est clair. Ce sont des termes militants, en particulier celui d'islamophobie, qui trahissent une volonté évidente de dénigrer le journal pour des raisons donc d'hostilité politique. D'une manière générale, comme vous le savez peut-être, de nombreuses pages Wikipédia en réalité sont devenues des champs de bataille entre défenseurs et détracteurs de la personnalité ou de l'institution concernée. Et donc, les uns écrivent, réécrivent, réécrivent, effacent, etc. Et donc, les uns et les autres doivent y passer un temps fou, hein, mais il y a vraiment certaines pages qui sont réécrites quasiment tous les jours, toute la journée, quoi. Et face à cela, la fondation Wikimedia est plutôt impuissante, en tout cas jusque-là. Donc, on va voir ce que les démêlés juridiques vont porter. Alors,
Ma question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi Wikipédia n'est pas le représentant du nouvel encyclopédisme qu'il aurait voulu être? Et quelles sont les conséquences pour la vie démocratique? Et comment, évidemment, peut-être pourrait-on remédier à cela? Alors, donc je reviens quand même pour dire un mot sur l'encyclopédisme du XVIIIe siècle, puisque c'est quand même de là qu'on part. Hein. L'entreprise de Diderot et d'Alembert, bon, comme vous le savez sans doute, c'était vraiment la visée, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était mettre les connaissances dans tous les domaines à la portée de tous. Donc, on avait un projet d'essence à la fois démocratique et progressiste, un terme qui n'existe pas au XVIIIe siècle. Mais en gros, l'idée qui anime les fondateurs de l'encyclopédie, c'est que la connaissance libère des superstitions, elle libère de la soumission aveugle à des autorités non légitimes, qu'elles soient politiques, religieuses, sociales ou autres, et que donc la connaissance en libérant va améliorer moralement et du coup aussi politiquement individus et collectivités. L'idée, c'est voilà, de porter l'encyclopédie à contribution pour l'amélioration de l'état social, en l'occurrence de l'Europe. Mais tout de suite, il faut le dire, le grand nombre est le destinataire du message encyclopédique, mais il ne s'ensuit pas que le grand nombre doit être le producteur du message lui-même, contrairement à ce qu'on a dans Wikipédia. Hein. Au contraire, d'une certaine manière, Diderot et d'Alembert prennent soin de confier chaque article à des spécialistes du sujet, autant que faire se peut. Hein. Ils n'en trouvent pas forcément, mais enfin, c'est quand même l'idée. On ne va pas confier les articles à n'importe qui pour que l'article en question soit le reflet quand même d'une forme d'expertise, même si le terme, évidemment, n'est pas employé au XVIIIe siècle, mais une expertise dans le domaine concerné. Donc, on peut se poser la question, en confiant à n'importe qui le soin de rédiger les notices Wikipédia, est-ce qu'on n'a finalement pas trahi l'essence de l'encyclopédisme? Est-ce que c'est une trahison, justifiée par la volonté de pousser plus loin l'ambition démocratique? Et il me semble que cette question, elle implique de revenir, et je vais en dire quelques mots, sur la nature de la démarche scientifique elle-même, d'une part, donc c'est ce que je vais commencer à faire, et deuxièmement, sur la place de l'expertise scientifique dans la vie démocratique. Il me semble que ces deux questions qui sont inséparables voilà, autour de ce devenir contemporain de l'encyclopédisme. Donc, voilà mon deuxième point. Qu'est-ce que le rationalisme qu'on trouve à l'œuvre par excellence dans la démarche scientifique? L'esprit des Lumières est indissociable de son rationalisme, c'est-à-dire la conviction que la raison humaine, elle dispose des moyens de passer au crible, étymologie du mot critique, hein, toutes les réalités existantes, donc des réalités naturelles, aux institutions sociales et politiques, et que la raison humaine, elle a les moyens de juger si les réalités existantes sont cohérentes ou non, légitimes ou non, du point de vue notamment des prérogatives naturelles de l'homme, puisque le XVIIIe siècle et le rationalisme est inséparable de l'idée de droit naturel, l'idée de droit naturel étant elle-même la matrice des droits de l'homme, hein, prérogative naturelle inhérente à la nature de l'homme, donc à tout homme, et que tout homme peut opposer à toute institution qui l'opprime. Donc la raison individuelle, elle suffit, d'après ce rationalisme, pour juger de beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut s'autoproclamer spécialiste de tout. La science, qui est une émanation de la pensée rationnelle, qui est sa principale émanation peut-être, elle a ses spécialistes qui travaillent selon des protocoles et des principes qui sont bien précis, comme celui qui, par exemple, veut qu'en sciences expérimentales, eh bien, toute nouvelle affirmation soit basée sur un protocole expérimental reproductible par l'ensemble de la communauté des chercheurs. C'est sur la base du respect de ces protocoles, de ces principes, que la communauté scientifique va faire avancer la connaissance. Et globalement, cette connaissance, elle avance au consensus, c'est-à-dire ce qui recueille l'approbation d'une majorité de chercheurs dans le domaine concerné, jusqu'à bien évidemment que la théorie qui fait consensus soit remise en cause par de nouvelles avancées de la recherche. C'est ce que le philosophe Popper, au XXe siècle, a appelé la falsifiabilité de la théorie scientifique. Hein. Une théorie n'est scientifique que si elle peut, par sa nature même, être remise en cause par une autre expérience ou par un argument. Et on a coutume de considérer sur cette base que la science avance vers la vérité d'une certaine manière par approximation de plus en plus précise, donc sans cesse remise en cause au profit de meilleures approximations. C'est ce que n'ont pas compris, par parenthèse, les antivax dans la crise sanitaire. Non, tout le monde n'est pas virologue, ne peut pas s'improviser virologue sur la base de 4 articles glanés sur Internet. Et non, il n'est pas rationnel de se fier à l'avis d'un seul scientifique quand sa parole va contre le consensus qui règne parmi ses collègues.
Quand on n'est pas spécialiste sur des questions purement scientifiques, il est préférable de se rallier à la majorité des chercheurs, à l'avis majoritaire, et ça n'est pas une garantie absolue, bien évidemment, mais c'est toujours mieux que de se fier au desperado de service. Je ne vise personne. Donc, toujours est-il que ce n'est pas l'immensité de nos connaissances actuelles qui est délétère pour les valeurs des Lumières ou pour le savoir en général, hein, parce qu'on peut se demander, est-ce que ce n'est pas l'accumulation de connaissances qui est fautive? Moi, il ne me semble pas. Je pense que c'est la mauvaise compréhension de ce que c'est une démarche scientifique et la confusion, par ailleurs, entre ce qui relève des experts, auxquels on doit se fier, parce qu'on n'a pas le choix, et ce qui relève de la décision collective, ce qui relève de la politique, qui est encore une autre chose. Alors, je vais aborder maintenant dans mon dernier temps, mais qu'en est-il des questions politiques et quel est le lien entre l'expertise et la politique? Alors, le XVIIIe siècle, donc je repars en arrière, qui est le siècle du rationalisme, c'est également celui qui a vu naître les premières théories technocratiques avant la lettre. Le 7 septembre 1789, l'abbé Sieyès fait un grand discours devant l'Assemblée constituante, nouvellement créée, pour prôner ce qu'il appelle le gouvernement représentatif. Et d'après lui, la plupart des citoyens des États modernes sont des machines de travail, c'est son expression, qui ne veulent ni ne peuvent s'occuper des affaires politiques. Donc il est favorable au suffrage censitaire et il pense de toute façon que le rôle des électeurs eux-mêmes doit se borner à choisir la personne qui leur paraît la plus compétente, l'expert. Pourquoi? Parce qu'il revient aux meilleurs citoyens de forger le vœu national dans le sein de l'Assemblée. Donc il n'y a pas de projet politique valable qui préexiste à la discussion rationnelle entre les meilleurs d'entre les Français. C'est de cette délibération collective dans le sein de l'Assemblée nationale et d'elle seule que peuvent jaillir les meilleurs projets et les meilleurs choix pour le pays. Donc il n'est pas question de mettre la moindre entrave à cette libre délibération. Et donc l'élection des députés sur un programme précis ou la révocabilité des élus, sans parler du suffrage universel, sont à bannir pour Sieyès. Il faut laisser faire les experts de la politique comme on les laisse faire dans les autres domaines. Après tout, qui se risquerait à remettre en cause les décisions du médecin ou du juriste? Là, c'est pareil. Alors, face à de telles conceptions, bien sûr, d'autres auteurs et acteurs de la vie politique, tout aussi rationalistes, mettent en avant, au contraire, le principe de la souveraineté populaire, au premier rang desquels Rousseau, et les sans-culottes eux-mêmes, assemblés dans leur section de quartier, vont faire exister la démocratie directe. Ils vont délibérer, ils vont pétitionner, ils vont envahir régulièrement l'Assemblée nationale, dont toutes les séances ont lieu par ailleurs sous la surveillance des tribunes populaires. Et comme vous le savez sans doute, le 10 août 92, ils vont traîner la famille royale à l'Assemblée après avoir pris d'assaut le palais des Tuileries et donc obliger les députés à prononcer la déchéance de la monarchie. Donc, ils vont aller contre cette conception technocratique de la politique. Tout ça pour dire que, bien sûr, la politique n'est pas qu'une affaire de rationalité, elle est aussi et avant tout une affaire d'intérêts divergents et celui du plus grand nombre, l'intérêt du plus grand nombre, il est souvent défendu par le plus grand nombre. C'est la base de l'idéal démocratique. Donc aujourd'hui, on pourrait imaginer, et en cela, les nouveaux moyens peuvent être utiles, des modes de consultation du plus grand nombre, voire de la majorité, de la totalité des citoyens d'un pays, facilités par les moyens qu'offre Internet. On pourrait imaginer des référendums beaucoup plus nombreux sur cette base. On pourrait imaginer même des discussions en ligne sans avoir besoin de la présence d'assemblées des millions de citoyens, ce qui était l'obstacle qu'on opposait souvent aux partisans de la démocratie directe au XVIIIe siècle. On leur disait, mais comment vous voulez assembler les millions de citoyens des États modernes dans un seul lieu pour les faire délibérer? Aujourd'hui, Internet nous offre des moyens qu'on ne connaissait pas avant. Et donc la démocratie directe, de ce point de vue-là, a des nouveaux moyens potentiels, mais il me semble néanmoins que pour ne pas errer, comme disait Rousseau lui-même, l'inventeur de la souveraineté populaire, il dit quand même, la volonté générale, elle peut errer, c'est-à-dire elle veut le bien, mais elle ne le voit pas toujours. Et donc il importe que les débats, surtout ceux qui sont un peu techniques, je pense par exemple aux débats sur le nucléaire, sur certains choix économiques, sur les réseaux sociaux eux-mêmes peut-être, peuvent être éclairés par des spécialistes du moment, à mon avis, je soumets ça à votre opinion, du moment que ces spécialistes ne tranchent pas la question, qu'ils éclairent le débat, qu'ils apportent des contributions, qu'ils apportent des éléments d'information sans trancher le débat à la place des citoyens. Cela dit, la politique, elle est aussi donc valeur, pas seulement d'intérêt, pas seulement de rationalité, mais aussi de passion, parfois grandiose, mais aussi parfois haineuse, voire destructrice. C'est ce qu'on voit à l'œuvre sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit à l'œuvre peut-être aussi sur Wikipédia à l'heure actuelle. Et de ce point de vue-là, il semble bien que
la régulation soit nécessaire. Certaines lois pour réguler l'expression sur les réseaux sociaux, l'expression sur Internet. Et par ailleurs, on pourrait attendre des institutions censées avoir pour profession de produire des projets pour la collectivité, je pense aux organisations et aux partis politiques, on pourrait attendre d'elles qu'elles s'efforcent de marier l'intérêt du plus grand nombre et la connaissance du réel éclairée par la raison. Or, ce n'est pas le cas. Le débat il est compliqué aujourd'hui par le fait qu'une partie de la classe politique, du moins là aussi je soumets ça à votre avis, a jeté l'héritage des Lumières par-dessus bord au profit de la manipulation des passions. Certains partis politiques, par le biais de leurs représentants et notamment sur les réseaux sociaux, relaient des fake news, attisent les peurs, les indignations à chaque événement, avant même de savoir si les faits sont avérés, manifestent une indifférence assez massive, voire de l'hostilité envers les procédures démocratiques, envers l'état de droit, tiennent des propos outranciers en permanence, etc. Donc on a des populismes de droite et de gauche qui sont très en phase avec le fonctionnement des réseaux sociaux, mais pas exactement comme on le souhaiterait. Donc, je terminerai par là, pour ouvrir la discussion. Je ne pense pas que ce soit l'accumulation des connaissances qui soit en cause. Au contraire, je pense plutôt qu'il faut une éducation à l'esprit critique et rationnel pour armer les citoyens contre le fonctionnement des réseaux sociaux, contre les fake news. Il faut de la formation, en fait. Il faut faire un effort en ce sens. Et je pense aussi qu'il faut de la régulation, que ce soit sur Wikipédia ou ailleurs. Voilà, je rends la parole. Merci beaucoup. C'est pas du tout d'actualité, n'est-ce pas? Ce que vous dites à la fin en particulier. Alors, je crois que Madame Lekatsiomis, voilà, pardon, est arrivée. Donc, voilà, venez nous rejoindre. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes une grande spécialiste de Diderot en particulier, d'Alembert, mais surtout Diderot, je crois. Et vous êtes l'animatrice une des animatrices d'un projet que moi je ne connaissais pas, j'avoue. Je me pique de bien connaître l'histoire des Lumières, etc. Mais celui-là, je ne le connaissais pas, qui s'appelle l'encre. Alors, vous allez nous dire ce qu'il est. Tout le monde peut le voir effectivement sur Internet et on peut voir toutes les planches d'ailleurs, en tout cas pas toutes encore, mais vous allez nous dire où vous en êtes, toutes les planches de l'encyclopédie, c'est absolument passionnant. Et ce que je voudrais, après donc l'exposé de Madame Rosa, qui nous a déjà plongé un peu dans l'histoire, c'est que vous nous replaciez l'esprit, si j'ose dire, de Diderot, dont vous avez déjà commencé à parler dans cette encyclopédie, et surtout, qu'est-ce qui a procédé à l'encre, si j'ose dire, c'est-à-dire à l'esprit de refaire vivre l'encyclopédie. Je veux dire par là, est-ce que c'est simplement un travail historique tout à fait bénéfique, etc., d'autant plus qu'à un moment donné de l'histoire, l'encyclopédie avait un peu disparu, en tout cas était beaucoup moins revisité par les chercheurs, les écrivains, etc. Ou est-ce que c'est un projet qui a aussi des connotations modernes? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie de votre invitation et je remercie l'auditoire d'être là. Alors, je vais juste dire très vite un rappel, en quelque sorte, de l'ouvrage, de ce qu'il a été. Donc, encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, publié à Paris en principe de 1751 à 1772 et qui comporte 17 volumes de discours, c'est-à-dire d'articles, et 11 volumes de planches. Alors, les 17 volumes de discours contiennent 74 000 articles, à la louche, et les 11 volumes de planches comportent environ 3 000 planches. L'ouvrage a demandé environ, on est toujours dans l'environ, je vais vous expliquer pourquoi, 200 collaborateurs. Il a été publié par ordre alphabétique, c'est-à-dire le volume 1 comporte la lettre A, BC, le volume 2, etc. C'est une œuvre extrêmement surveillée, la plus surveillée du siècle,
est la plus interdite. Elle a été interdite une première fois en 1752, c'est-à-dire après la parution du second volume, deuxième volume plutôt. Puis l'ouvrage a repris, grâce en particulier à Malesherbes et au soutien de très nombreux gens de lettres, dont Voltaire, etc., a continué jusqu'à la lettre H. Nous sommes là en 1758. Le volume 7 a paru, le volume 8, non. Donc, a été interrompu une deuxième fois, et cette fois-ci, la coalition contre l'encyclopédie a été victorieuse. On y trouve bien sûr les jésuites, qui avaient été déjà à l'origine de la première interdiction de l'encyclopédie. Cette fois-ci, on trouve aussi les jansénistes, qui étaient pourtant leurs plus farouches ennemis. Diderot dit dans le Neveu de Rameau, tous les gueux se réconcilient à la gamelle. Bon, rien à voir, mais si vous voulez, vous pouvez voir un rapprochement. Et puis surtout, ce qui a joué un rôle essentiel, c'est l'attentat dit de Damien, qui a tenté ou pas tenté, une autre aventure, qui a donc égratigné le Louis XV. Ça a été énorme, ça a été véritablement une affaire considérable, et à la suite de quoi, vous ferez le rapprochement, l'encyclopédie a été interdite. Comment dirais-je, l'accusation est en quelque sorte, le grief est toujours le même, hein, porter atteinte aux valeurs de la monarchie et de la religion. Donc, l'attentat raté, décidément, les attentats ratés sont parfois très propices en ce moment. Mais c'était déjà le cas à l'époque. Bulle papale, damnatio et prohibitio, donc condamnation de qui le lit et interdiction. Et les éditeurs, tous ces gens qui ont travaillé pour l'encyclopédie, la majorité d'entre eux n'étaient pas payés. Ils participaient à une œuvre dont ils avaient l'impression et dont on leur disait beaucoup, vu le succès remporté, qu'elle était essentielle. D'Alembert et Diderot ont été payés, et Diderot l'a été au point qu'on a pu dire qu'il était avec Le Sage, le romancier Le Sage, le premier écrivain salarié de France. Les autres écrivains, vous connaissez le mécénat, les dons, etc., etc. Donc, si je reviens à mon aventure de l'encyclopédie, que dois-je vous en dire ? D'abord, une chose très simple, je vais vous la dire avant de l'oublier. Si vous voulez en savoir plus et mieux sur l'encyclopédie que ces quelques rapprochements très, très sommaires que je fais, vous avez sur Internet un petit ouvrage que nous avons écrit il y a quelques années avec mes camarades amis de l'Ancre, qui s'appelle « Oser l'encyclopédie » et qui est édité par une édition qui s'appelle EDP Sciences et qui est à la disposition gratuitement de tout le public qui veut consulter cette édition. Alors, l'encyclopédie, donc les connaissances, puisque c'est notre thème ici. Elle a eu des prédécesseurs, bien sûr, à commencer par l'Académie des sciences et des métiers. Je dis et des métiers, elle n'est pas l'Académie des sciences et des métiers, elle est l'Académie royale des sciences, mais elle comporte énormément de travaux scientifiques qui ont porté sur les métiers et les différentes découvertes qui ont pu être faites. Ensuite, il y a eu une encyclopédie anglaise qui a donné naissance à celle-ci pour des raisons de contrats commerciaux. Il y a eu des dictionnaires, le dictionnaire de Furetière en 1690, et toute sa descendance, les dictionnaires de Trévaux, etc. Diderot est l'éditeur principal de l'encyclopédie, et je dirais même, indépendamment de la vive affection que je porte à cet écrivain, je dirais même qu'il est le seul réellement éditeur. Pourquoi ? Parce que l'encyclopédie, comme vous l'avez compris, comporte 28 volumes et que Diderot a assumé les 28 volumes du début à la fin. D'Alembert a quitté l'entreprise dès la seconde interdiction, donc il n'est plus éditeur. Nous sommes en 57, 58,
Ils quittent l'encyclopédie comme Voltaire, comme un tas de gens qui, dont la témérité avait un certain nombre de frontières. Alors, sachez que le mot encyclopédie est un mot neuf. C'est pour la première fois, le mot est employé en français au sens un ouvrage. On le trouve chez Rabelais, on le trouve dans Pantagruel. Hein. Vous avez l'encyclopédie. Avoir l'encyclopédie signifie avoir la science universelle. Mais en aucun cas ne signifie un livre, un ouvrage. C'est la première fois que ce nom apparaît en français, parce qu'il est une traduction de l'ouvrage anglais qui lui-même était une innovation de Chambers, qui s'appelait Cyclopedia, traduction française encyclopédie. Alors, qu'est-ce que l'encyclopédie et quel est son but? Permettez-moi de vous citer quelques phrases de Diderot, qui est l'auteur de l'article encyclopédique, qui est le grand article phare de l'ouvrage. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont et que nos neveux, nos descendants, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux. Et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. Il y a un leitmotiv dans l'encyclopédie, c'est celui de transmission. Transmission, utilité de ce que nous faisons et mise à l'abri des connaissances. Un autre, dans ce leitmotiv de la transmission, il y a des images très importantes et très récurrentes. Il y a la bibliothèque d'Alexandrie, disparue, et avec elle tout un fond de savoir de l'humanité perdu à jamais. Et puis il y a des choses beaucoup plus pressantes pour l'époque, si l'on peut dire, et qui sont la connaissance par tous les gens des Lumières du monde antique, du monde grec, du monde latin. Immense civilisation dont nous avons tout perdu. Il n'en reste que les écrits, l'architecture et la statuaire, dans le meilleur des cas. Les encyclopédistes, Diderot et d'Alembert en particulier, ne cessent de revenir à cette question-là. Nous ne savons rien. Ils ne nous ont même pas laissé un dictionnaire. Ah, voilà l'importance du dictionnaire. Hein, nous, on a le Gaffio, mais personne parmi les latins, les romains, n'a pensé à écrire un dictionnaire pour... Bon, j'avance. L'encyclopédie est donc une mise à l'abri. C'est le terme qu'emploie Diderot. S'il arrivait une catastrophe, en consultant l'encyclopédie, on n'aurait peut-être pas tout perdu. Alors, tous les ordres sont représentés, les sciences, les arts et métiers, mais surtout peut-être quelque chose de neuf à l'époque, l'habilitation des métiers, des gestes du travail, manufacturier en particulier. De même, lever les secrets. Vous savez que nous vivions, nos ancêtres vivaient là dans des mondes de secrets, secrets de fabrication bien sûr, et un des leitmotifs de Diderot, c'est l'ouverture des connaissances. Je vais vous citer un bref passage de son article encyclopédie. Il faudrait divulguer tous ces secrets sans aucune exception. Je sais que ce sentiment n'est pas celui de tout le monde. Il y a des têtes étroites, des âmes mal nées et indifférentes au sort du genre humain, et tellement concentrées dans leur petite société qu'elles ne voient rien au-delà de son intérêt. Ces hommes veulent qu'on les appelle bons citoyens, j'y consens, pourvu qu'ils me permettent de les appeler méchants hommes. On dirait à les entendre qu'une encyclopédie bien faite, qu'une histoire des arts ne pourrait être qu'un grand manuscrit, soigneusement renfermé dans la bibliothèque du monarque et inaccessible à d'autres yeux que les siens. Un livre de l'État et non du peuple. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils pourraient encore ajouter. Ne serait-il pas à souhaiter qu'au lieu d'éclairer l'étranger, nous puissions répandre sur lui des ténèbres, plonger dans la barbarie le reste de la terre afin de le dominer plus sûrement? Ils ne font pas attention qu'ils n'occupent qu'un point sur ce globe
et qu'ils n'y dureront qu'un moment, et que c'est à ce point et à cet instant qu'ils sacrifient le bonheur des siècles à venir et de l'espèce entière. Ils savent pourtant mieux que personne que la durée moyenne d'un empire n'est pas de 2000 ans, et que dans moins de temps peut-être, le nom français, ce nom qui durera éternellement dans l'histoire, sera inutilement cherché sur la surface de la Terre. Ces considérations n'étendent point leur vue. Il semble que le mot humanité soit pour eux un mot vide de sens. Étrange texte qui fait écho à beaucoup de préoccupations qui nous sont parfaitement contemporaines. 2000 ans, disait Diderot. 2000 ans. Lutte contre l'intolérance. Un autre des leitmotifs de l'encyclopédie. Mais bon, on est en 1750, la révocation de l'édit de Nantes qui a proscrit de France les protestants date de 1685, donc vous voyez, relativement peu de temps auparavant. Les protestants chassés de France se sont répandus dans les différents refuges, bon, vous savez tout cela. Et ce qui unit les encyclopédistes, une ou deux écoles. Je réponds à la question de Bettina Laville. L'exception, ce serait l'abbé Mallet. Mais je vais vous en dire un mot de cet abbé Mallet parce qu'il mérite le déplacement. Justement, vous m'offrez une formidable manière de continuer parce que ce que je voulais justement, ce sur quoi j'aurais aimé insister, c'est sur l'extraordinaire variété des points de vue dans l'encyclopédie. On chercherait en vain une uniformité des points de vue. Tout le monde y participe, je plaisante à peine. Des abbés, voilà, j'en viens d'en citer un, l'abbé Mallet. Des catholiques, des protestants, des sceptiques, des déistes, des athées convaincus. C'est le cas de Diderot. Chez Diderot, il y a une sorte de transcendance athée tout à fait étonnante qui est chevillée à la croyance, à la croyance dans la permanence future, la permanence de l'espèce. Si l'immortalité que transmettent les écrivains est une chimère, c'est la chimère des grandes âmes, dit-il. Alors, j'en viens quelques instants à la raison, puisque c'est aussi, je pense, un des thèmes qu'on souhaite aborder lors de cette réunion, cette rencontre. La raison, l'usage de la raison dans l'encyclopédie. Il s'agit de faire progresser les connaissances. Je prendrai deux exemples célèbres, enfin l'un célèbre, c'est l'exemple de ce qui ne s'appelle pas encore le vaccin, qui s'appelle toujours l'inoculation. La grande campagne du XVIIIe siècle sur l'inoculation qui permettait de mettre fin à l'hécatombe de gens atteints de la petite vérole, de la variole, autrement dit. On a eu Tronchin, le grand médecin suisse qui est venu en France, qui a inoculé les enfants du duc d'Orléans, et cela a permis le déclenchement. Alors, le déclenchement d'une véritable vaccination, d'une véritable variolisation, inoculation, le terme employé. L'encyclopédie a été un des objets, un des véhicules de la lutte pour l'inoculation. Alors, toujours sur la base de la raison, c'est-à-dire de raisonnement extrêmement fouillé, voire mathématique. D'Alembert s'en est mêlé d'ailleurs lui-même, bon, c'est encore une autre aventure, pour prouver que les religieux qui étaient, parce que c'était essentiellement d'un point de vue religieux que les gens s'opposaient à l'inoculation, comme étant une façon de refuser les commandements de les vues de la providence, s'opposer à la maladie donnée par Dieu, c'est s'opposer à Dieu. Mais et donc il y a une véritable levée de bouclier contre cette forme
d'intolérance qui était celle qui défendait donc l'inoculation. Je vous donnais un autre exemple, parce qu'il est plus personnel à Diderot, pas à moi bien sûr, l'ouverture des cadavres. Il y a un article cadavre dans l'encyclopédie qui est tout à fait passionnant, entre autres, un article de Diderot, et qui fait partie d'une espèce, c'est une campagne, des médecins, mais pas seulement des médecins, Diderot n'était pas médecin, des gens souhaitant le progrès des connaissances, pour que les médecins soient en quelque sorte amenés à ouvrir les cadavres et qu'il n'y ait pas ce qui se passait à l'époque. Si vous avez lu les romans de l'époque, vous avez dû trouver des situations de ce genre, des vols de cadavres pendant la nuit, dans les morgues, etc., pour que les médecins puissent pratiquer l'autopsie. Et donc, il y a eu là aussi toute une... Et c'était... Alors, l'article cadavre est tout à fait intéressant. Et Diderot, il développe l'idée d'un progrès des connaissances grâce à l'abandon des superstitions comme celle qui voulait qu'il ne fallait surtout pas toucher un cadavre, etc., etc. Je précise que lui-même, dans son testament, a demandé à être ouvert. C'était le mot qu'on employait à l'époque. D'accord. Alors, pour l'encre elle-même, oui. Donc, nous avons conçu l'encre dans les années 2015, 2010, 2015, par là, comme une façon de lutter contre ce qui nous paraissait monstrueux, c'est-à-dire ce que devenait l'encyclopédie entre les mains des informaticiens. Je savais que ça ferait réagir. Non, je plaisante. Les mains des informaticiens. Non, je vous dis tout, je suis tout à fait franche. Nous étions quelques-uns. Alexandre Thibault, mon collègue qui est à la fois historien des mathématiques et ingénieur, Irène Passeron, mon autre collègue qui est spécialiste de D'Alembert, qui dirige les œuvres complètes de D'Alembert, moi-même qui étais attachée à Diderot depuis fort longtemps et à l'encyclopédie selon Diderot, nous avons découvert avec stupéfaction des CD, des mises en ligne d'encyclopédies. Et bon, pourquoi dis-je avec stupéfaction? Parce que quand on voulait aller, moi, je ne raconte pas ma vie, mais enfin, peu importe. Quand on voulait chercher l'encyclopédie dans une bibliothèque, on vous disait « Ah ben non, c'est pas la peine. Ah non, non, il y a des CD maintenant, vous en faites pas. » Et puis, c'est en ligne aussi, vous pouvez le consulter facilement. Quand on s'est rendu compte que c'était devenu la norme pour un lecteur éventuel de l'encyclopédie, et que, évidemment, en les analysant, et on les a analysés de très près, on s'est rendu compte que ces CD mises en ligne, etc., étaient de pure manipulation, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de rapport avec le texte de l'encyclopédie, qui est un texte, il faut le reconnaître, extrêmement difficile. Pourquoi ? Bon, d'abord parce qu'il a subi les interdictions dont vous pouvez imaginer les conséquences, mais surtout parce qu'il a eu un tel succès que les premiers volumes ont été immédiatement piratés. Donc refaits, si vous voulez, corrigés par on ne sait qui sont venus, qui sont intervenus dans le texte, qui sont intervenus à tous les niveaux du texte. Or, difficile de ne pas céder à l'envie de prendre ce qu'on trouve. Or, ce qu'on trouve, justement, c'est de la manipulation. Et pour nous, reprendre l'encyclopédie pour lui donner, en quelque sorte, son visage historique, ça a été presque, c'est peut-être un mot qui vous fera sourire, mais ça a été presque une entreprise patrimoniale. Donc, il a fallu passer une revue de détail de toutes les encyclopédies actuellement préservées dans les bibliothèques parisiennes. Et nous avons trouvé, alors je passe sur les critères. Nous avons trouvé notre trésor à la bibliothèque Mazarine. Nous avons donc fait peu importe pourquoi.
pourquoi l'ouvrage est arrivé régulièrement. C'était la bibliothèque des 5 Nations. Il est revenu. Oui, pardon. L'ouvrage a été tout à fait. Sa présence a été tracée chaque année, enfin tout le temps de la publication. Donc, nous avons fait ce choix. Nous avons obtenu de l'Académie des sciences de l'argent qui nous a permis de photographier les volumes de l'encyclopédie. C'est ce qui se trouve aujourd'hui sur Internet. Et nous avons mis la page de l'encyclopédie et la page de la transcription, de manière à ce que chacun puisse vérifier l'exactitude de la transcription sur la page qui se trouve, qui l'accompagne. Nous avons établi un protocole éditorial en tentant de conserver un peu l'esprit dans lequel l'ouvrage avait été conçu. Nous avons, que vous dire encore, alors, nous avons réuni des chercheurs historiens de la médecine, historiens de la chimie, historiens des mathématiques, historiens de la langue. Enfin, on tente de parvenir, on est autour de 140, 130, 140 aujourd'hui, chercheurs historiens venus de différents continents et qui s'intéressent au XVIIIe siècle, qui sont plus ou moins spécialistes du XVIIIe siècle, dans un domaine particulier. Donc, nous publions l'analyse des articles. Nous nous rencontrons très régulièrement. Il y a un séminaire très régulier, il y a des colloques, il y a des stages de groupe, etc., etc. Que vous dire encore sur notre aventure? Alors, nous avons fait un colloque sur les planches qui commencent à être publiées là en ce moment. Et il y a, au mois de novembre dernier, nous avons fait un colloque sur... Alors, c'est un sujet rigolo. Enfin, rigolo. La moitié de l'encyclopédie est anonyme, c'est-à-dire n'a pas été signée, entre autres, puisqu'elle était interdite. Et c'est comme ça que Diderot, par exemple, n'a plus signé à partir du tome 8, H-I-T jusqu'à Z. Il n'y a plus une signature de Diderot. Il y en a une ou deux qui ont traîné, qui traînent. On essaie de comprendre pourquoi. Mais les grands noms se sont retirés officiellement. Certains sont restés officieusement, et c'est grâce à eux que le travail a été mené jusqu'au bout, et grâce à Diderot, bien sûr. Voilà, nous travaillons donc actuellement là-dessus. Essayer de trouver, bon, on avance pas mal, on a trouvé on en est à, je crois qu'on est à 3800 actuellement, 3800 articles. Bon, il n'y en avait que 30 000, hein. Bon, à trouver. Voilà, je ne sais pas si je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, c'est très passionnant et ça nous ouvre. En fait, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que, en fait, vous refaites l'esprit de l'encyclopédie, en fait, si, parce que, en fait, en faisant l'exégèse de tous les articles, etc. Et c'est une recherche purement historique. Qui évidemment, vous le dites, est actualisé par l'ensemble des chercheurs que vous interrogez avec les articles critiques, etc., mais qui est un travail classique, entre guillemets, comme si le manipulateur qui est à ma droite n'existait pas. Non, mais je sais que vous ne l'avez pas traité comme ça. Alors, je voudrais maintenant lui donner la parole avant qu'on ait un premier débat, c'est-à-dire, en fait, ce qui est très, très frappant, c'est que l'une ou l'autre, vous avez replacé les choses sur le plan historique, en fait, et sur le plan de l'actualité, mais vous, madame, vous l'avez fait sur le plan de l'actualité historique, et vous l'avez fait sur le plan de l'actualité des idées, si j'ose dire. Hein. Et alors, ça tombait très bien quand vous avez parlé de la manière dont on trouvait les faux exemplaires de l'encyclopédie, parce que, M. Bachimot, il se trouve que vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle la théorie des supports, hein, c'est ça? Alors, vous allez d'abord nous dire ce que c'est, parce que j'ai l'impression que c'est en lien complet avec ce qui vient d'être dit. Et d'autre part, j'ai presque envie de vous dire, dans l'encyclopédie, première question, est-ce que les techniques numériques pourraient arriver à accélérer ou pas le travail que Madame a présenté, première question. Et deuxième question,
est-ce que finalement le sujet qui vous a unis tous les trois, c'est-à-dire l'approfondissement de la connaissance, est-ce que aujourd'hui les extraordinaires techniques qu'on a permettent de l'approfondir, ou justement la capacité de tromper la vérité, entre guillemets, enfin de manipuler la vérité, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est plus importante que cet approfondissement? Merci, une belle introduction. On va voir que j'y réponde. Merci en tout cas pour cette invitation et ce débat. Alors, effectivement, l'encyclopédie, comme ça a été dit précédemment, c'est un peu une figure du savoir, c'est-à-dire une représentation idéalisée et utopique de l'ensemble des connaissances. Et c'est souvent comme cela qu'on la reçoit et qu'on veut la faire vivre et qu'on veut la transmettre. Il y a une deuxième idée qui est accompagnée aussi, cette idée d'encyclopédie qui fait un peu partie des prémices de ce débat, c'est de considérer que la mise en forme technique de cette encyclopédie reste neutre par rapport à son contenu, et notamment le changement de support, par exemple le fait de passer au numérique ou le fait d'utiliser d'autres outils, vont permettre de poursuivre le projet de l'encyclopédie sans le modifier. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'effet retour du changement de technique par rapport au contenu qu'on va confier à ce support, au nouveau support technique qu'on va mobiliser. Alors c'est deux implicites que j'aimerais discuter et voir remettre en cause. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'encyclopédie contienne des connaissances. La phrase choc. Mais vous allez voir, je le modifie assez rapidement. Et je ne pense pas que la technique soit neutre par rapport à la réalisation de l'encyclopédie. Alors pourquoi je dis que l'encyclopédie ne contient pas des connaissances? Ça, c'est tout bête. En fait, vous l'avez rappelé vous-même. L'encyclopédie, au départ, c'est un ensemble de connaissances. Et l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert est une mise en livre, une mise en document de ces connaissances. Et donc l'encyclopédie, stricto sensu, ne contient pas de connaissances, elle contient des expressions de connaissances. Une expression très particulière, qui est une expression documentaire, qui est un peu la sédimentation de tout le savoir-faire documentaire qu'on avait accumulé pendant l'histoire de l'écriture et en particulier de l'imprimerie. C'est-à-dire que Diderot et d'Alembert, c'est des gens qui ont fantastiquement compris ce qu'était l'imprimerie, en fait, et les techniques éditoriales de l'époque. Mais ça veut dire qu'en conséquence, dans l'encyclopédie, quand vous l'ouvrez, vous ne trouvez pas des connaissances. C'est en la lisant, les contenus qui sont inscrits dans l'encyclopédie que vous en tirez des connaissances. Mais l'encyclopédie ne contient que des contenus, des expressions, des inscriptions, mais pas de connaissances. La connaissance, c'est l'interprétation de l'inscription, mais l'inscription n'est pas la connaissance. Si vous avez la critique de la raison pure ou le traité de Landau en mécanique statistique, vous la mettez sous votre oreiller le lendemain matin, vous ne la connaîtrez pas. Le fait d'avoir le livre n'économise pas sa lecture, c'est-à-dire le fait de pouvoir ingérer la connaissance qui va avec. Donc ça, c'est très important parce que le numérique, comme je vais l'évoquer tout à l'heure, eh bien, il est sur cette distinction entre l'inscription et la connaissance. Qu'est-ce qu'apporte le numérique? Il n'instrumente pas du tout la connaissance. Le numérique, il s'en fout de la connaissance. Il se moque également du vrai et du faux. Ce n'est pas son problème. En revanche, ce sur quoi il travaille, c'est sur le contenu, c'est-à-dire le signifiant, le support, ce qui va permettre d'exprimer les connaissances. Et là, effectivement, on a des techniques qui sont incroyables avec le numérique, parce que c'est une technique littérale. Le numérique, ça permet de manipuler des lettres, des nombres, en les ramenant tous à des tokens élémentaires, c'est-à-dire des 0 et des 1. En fait, le numérique, c'est une dégénérescence de l'alphabet, c'est-à-dire le fait de tout manipuler avec des 0 et des 1 qui codifient n'importe quoi, en fait. Et donc, toutes sortes d'expressions que l'on peut avoir. On peut du coup numériser des sons, on peut numériser des images, on peut numériser des odeurs, enfin ce que vous voulez. Dès l'instant que vous êtes capable de coder, vous êtes capable de le manipuler et de le calculer. Donc c'est ça qui est en jeu ici, c'est-à-dire que on n'a pas de connaissances dans l'encyclopédie, mais on a des inscriptions, et la subversion du numérique, c'est de faire croire que c'est un projet de connaissance alors qu'il ne travaille que sur le signifiant littéral, c'est-à-dire au sens de lettres de l'encyclopédie. Alors ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça veut dire simplement qu'il faut faire attention, il ne faut pas que j'ai créé un gigantesque quiproquo. Alors, pour parler des effets numériques, c'est le fait de dire en plus que le numérique ne sera pas neutre par rapport à cette transformation du signifiant. Alors, je prendrai tout à l'heure, pour conclure, 3 exemples que vous connaissez certainement. Wikipédia, on l'a déjà noté, cité. Celui que vous connaissez peut-être moins, c'est Wikidata, qui est associé à Wikimedia, et Wikipédia. Pardon. Et puis le dernier, qui alors tout le monde connaît, c'est ChatGPT, c'est-à-dire l'IA générative. Alors, avant, je vais faire un petit intermédiaire un petit peu cuistre sur la notion de contenu et justement la relation à la connaissance, telle qu'on l'a évoquée jusqu'à présent.
Alors, le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est n'importe quel objet qui va être un appel à l'interprétation. C'est-à-dire qu'un son que vous entendez, si vous le recomprenez, si vous le recevez, vous le comprenez, vous l'interprétez, vous allez dire « Ah, c'est un son de voiture. Ah, c'est un son de piano. Ah, c'est quelqu'un qui me parle. » C'est pas du bruit. Hein. C'est-à-dire, un contenu, c'est un objet matériel auquel vous pouvez répondre par une interprétation, une compréhension. Et notamment, souvent, par la production d'un autre contenu. On vous parle, vous répondez. Vous entendez un son, vous écoutez, etc. Donc, on a ce cycle en fait, du sens qui se construit à l'aide du contenu. Mais la base de la notion de contenu, c'est que c'est matériel. C'est toujours un objet qui est produit matériellement, qu'on peut manipuler techniquement et qu'on peut se transmettre, etc. C'est en ça que le contenu, c'est la pierre angulaire de la connaissance. C'est ce par quoi la connaissance va pouvoir se matérialiser, se transmettre, se manipuler, se transformer. Alors, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que si on dit que la connaissance passe par son expression en contenu, la manière de mettre en contenu va conditionner ce qu'on appelle connaissance. Hein, c'est logique. Donc, on va voir émerger des figures de la connaissance et du savoir qui vont être différentes selon le type de mise en contenu que l'on va utiliser. Et ça, je vais vous donner un exemple très simple. C'est un exemple qui vient, alors non pas de l'Encyclopédie des Lumières, mais d'une médiéviste, Marie Carruthers, qui a fait un très beau livre sur le livre de la mémoire. Et elle dit, ben voilà, pour vous expliquer ce que c'est que la mémoire et la connaissance au Moyen-Âge, je vais vous opposer deux figures, saint Thomas et Einstein. Alors saint Thomas, pourquoi c'est le génie absolu pour le Moyen-Âge? Non seulement outre sa finesse de raisonnement théologique, mais surtout que c'était une mémoire ambulante. C'est-à-dire vous lui donnez un mot et vous sortez tous les passages de la Bible où il était cité. Vous lui donnez un élément de controverse avec Averroès et vous sortez tous les traités où il était concerné avec ses polémiques posthumes avec Averroès. Saint Thomas, c'est l'homme de la mémoire. C'est pour ça qu'il est un génie incontesté pour ses contemporains, parce qu'en l'absence d'un écrit rare et cher, et donc tout l'enseignement et la connaissance passe par la répétition et la mémorisation, celui qui a un génie absolu en termes de connaissance, de savoir, c'est celui qui se souvient et qui est capable de répéter. Einstein, figure populaire, hein, quand on veut dire à quelqu'un, pour vous c'est quoi l'intelligence, on répond Einstein, qu'est-ce qu'il caractérise? L'imagination. C'est quelqu'un qui a une capacité à aller au-delà de ce qui a déjà été dit. Il fait la synthèse de ce qui a été dit pour inventer un truc extraordinaire, l'expérience de pensée. C'est quand même le premier physicien à avoir inventé une expérience de pensée pour dire, imaginons qu'est-ce que ça veut dire que d'être assis sur un photon et aller à la vitesse de la lumière. C'est avec toutes les théories, il répondait avec les théories sur la table de l'époque, et il a dit, là, il y a un bug. Vous connaissez la suite, il a inventé la relativité. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre saint Thomas et Einstein? Eh ben, l'imprimerie et l'encyclopédie. C'est-à-dire l'encyclopédie qui dit, ben, là, vous avez tout sur la table. On a une synthèse d'imprimerie qui vous donne tous les contenus, et Einstein a mis en œuvre une synthèse imaginative à partir de cette synthèse imprimée, documentaire, qui a été produit. Et donc, on a un changement de type de connaissance, de rapport au savoir, de rapport à la connaissance, tout simplement parce qu'il y a une instrumentation différente des contenus. Et là, il se trouve qu'on est en train de vivre une instrumentation différente. Ça fait à peu près 70 ans qu'on est dedans, qui s'appelle le numérique. Qu'est-ce que ça va changer par rapport aux figures du savoir? Et là, ce que je vais vous dire, c'est que ça change des choses assez profondément sur le rapport au savoir. Ça ne veut pas dire forcément que c'est dramatique, ça veut dire que c'est important et qu'il va falloir inventer une réponse culturelle à ça, c'est-à-dire une nouvelle rhétorique du numérique, comme on a inventé une rhétorique documentaire ou une rhétorique de l'oralité. Alors, un contenu par rapport à cela, c'est, comme je l'ai dit, c'est un objet matériel qui s'interprète. Donc un contenu, c'est d'abord une dimension, on va dire, on pourrait faire un autre gros mot, phénoménologique, c'est-à-dire vous le recevez comme quelque chose qui appelle une interprétation. Un contenu, c'est ce qui a vocation à être interprété, c'est l'appel à être interprété. Du coup, ça, la réponse au contenu, c'est en produire un autre. C'est un cercle herméneutique. On répond à un contenu en produisant un autre. Comprendre, c'est réécrire dans sa tête. Nous autres qui sommes académiques, eh bien, lire un texte, c'est en produire un autre. On passe sa vie à écrire sur ce qu'on est en train de lire. C'est notre vie quotidienne. Donc, on a un cercle herméneutique. Mais en fait, ça ne suffit pas. Parce que si on n'est que cercle herméneutique, c'est-à-dire que le texte, l'inscription, reste en circuit fermé sur lui-même. Je vous envoie un contenu, vous me répondez par un autre. Qu'est-ce qui fait que le contenu va avoir une valeur de connaissance, c'est-à-dire pour parler de ce qui ne l'est pas, mais de ce qui est, c'est-à-dire de la réalité? Quel rapport y a-t-il entre ce que je dis et ce qui est? A priori, aucun. La sphère du langage n'est pas faite pour décrire le monde.
Donc pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Et donc il va falloir avoir une théorie métaphysique, épistémologique, qui justifie le lien entre l'inscription et le monde. Pourquoi, lorsque je parle quelque chose, je parle du monde au-delà du fait de simplement m'adresser à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait, dans le discours qui parle du monde par rapport à celui qui s'adresse à quelqu'un? Eh bien, on a des figures du savoir qui se greffent sur cette manière de comprendre la relation entre l'inscription et le monde. Alors, je vous la fais rapide, Antiquité, Moyen-Âge, on a une théorie de la fusion, c'est-à-dire ce que je dis, c'est en fait un reflet du réel. Quand je vois ce verre, cette forme du verre vient s'imprimer dans mon esprit. C'est-à-dire que ce que je vais verbaliser, c'est simplement l'impact du verre sur moi, parce que c'est la forme du verre vient imprimer mon intellection, mon intelligence. Donc, d'une certaine manière, pourquoi ce que je dis a un rapport avec le réel? Parce que ce que je dis, c'est le réel. Voilà, Platon l'avait déjà fait, mais justement, Platon répondait à Parménide. Parménide qui disait c'est la même chose que penser et être. C'est-à-dire, voilà. Donc ça, c'est le Moyen-Âge, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque moderne, notamment ce qui a conduit à l'encyclopédie? Alors ça, c'est intéressant parce que tout commence avec Galilée. La nature est un livre écrit en caractère mathématique. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'en fait, la science commence par une objectivité documentaire qui est celle de la nature. Comprendre la nature, c'est la comprendre comme on critique un texte. Seulement, ce texte est écrit bizarrement, il est écrit en maths. Donc, il va falloir s'y coller. Mais ce qui est important, c'est que la mesure, depuis Galilée, c'est une lecture du monde. Pourquoi? Parce que le monde est un livre qui se lit comme tel. Et donc, ce qui est très important dans le geste encyclopédique, qui est un geste épistémologique, c'est que la connaissance du réel se critique comme le document qui décrit le réel doit se critiquer lui-même. C'est-à-dire que le document est l'objet d'une critique exactement comme le réel que décrit ce document. On a une continuité entre la nature comprise comme un livre et le livre qu'on écrit sur la nature. Le livre de la nature. Donc ça veut dire qu'on a une épistémologie qui est assez cohérente entre le contenu que je vais produire et ce qu'il prétend décrire. Donc on a une espèce de contamination épistémologique entre le monde comme document et le document que je fais sur le monde. Et donc avec ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le savoir-faire critique d'érudition, de confrontation des versions, etc. La philologie du document qui rend compte du protocole expérimental de la nature. On est dans une circulation en fait de mise en commun et de discussion des résultats. Alors, le troisième temps qu'on est en train de vivre, c'est le numérique, justement. Et le numérique, lui, il n'a pas de discours sur le réel. Et donc, pour vous le décrire, je vais reprendre mes trois objets que je vous ai cités tout à l'heure. Wikipédia, Wikidata et ChatGPT. Alors, Wikipédia, ça commence de manière assez, on va dire, assez classique. On va dire, on va faire une encyclopédie en ligne, c'est-à-dire qu'on va utiliser le support numérique avec une métaphore du net et de l'Internet comme étant une bibliothèque en ligne. On a une métaphore qui est liée de cette culture de l'écrit, en fait, qui était jusque-là la nôtre. Donc, en fait, on voit que Wikipédia, d'une certaine manière, est une continuation à travers le numérique d'un projet éditorial dont les principes viennent d'avant. Wikipédia, ce n'est pas vraiment un projet numérique en tant que tel. C'est un projet qui essaie de perdurer sur de nouveaux outils avec des anciens processus éditoriaux. Sauf qu'il y a quand même un biais qui a été très bien expliqué tout à l'heure, c'est que à travers l'effacement de l'auteur en tant que tel, avec la religion des sources secondaires, il y a tout un dialogue justement sur le point avec ça, avec l'édition des sources secondaires, et également l'ouverture de Wikipédia à l'écriture de tout le monde. En fait, on a une limite qui est très forte, c'est qu'on a perdu le savoir comme institution. C'est-à-dire que Wikipédia fait croire que le savoir n'est pas une institution, n'est qu'une affaire de contribution. Et ça, c'est un déplacement assez important. Exactement comme lorsque les réseaux sociaux font croire qu'ils sont sociaux, comme si c'était un espace public des Lumières. Non, les réseaux sociaux ne sont pas un espace public et c'est pour ça que ça pose un problème aujourd'hui. Les espaces sociaux n'ont pas créé un espace de discussion publique. C'est juste un espace de communication. Et il y a une grosse différence entre communiquer et intervenir dans l'espace public. Donc Wikipédia, c'est un sujet qui continue sur des principes éditoriaux classiques, mais qui sont en train de le subreptir parce qu'on démine le savoir comme institution. Et donc avec tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais on va dire, on reste un peu dans une instrumentation du signifiant textuel avec les instruments éditoriaux de renvoi, de notes, etc., qui est relativement habituel. Wikidata, c'est une autre affaire.
Wikidata, pourquoi? Parce qu'en fait, dans Wikidata, il y a data. Et qu'est-ce qu'on veut dire dans data? Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des données, et des données qui sont formalisées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de prendre un texte et que je vais simplement coder avec des caractères qui vont être alphanumériques sur mon écran, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des données et je vais les mettre en forme sous une forme syntaxique et logique. En gros, je vais faire des logiques mathématiques pour pouvoir les représenter et les manipuler. Donc ça veut dire que l'enjeu derrière, ce n'est pas l'instrumentation numérique des textes, c'est la formalisation du monde. C'est-à-dire que c'est transformer les connaissances en base de données. Pas base documentaire, hein, base de données. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte que vous allez trouver, c'est des triplets, attributs, valeurs, un peu comme votre base amélie.fr hein, qui code vos identifiants, etc. Donc Wikidata, c'est ça. Alors ça marche assez bien parce que pour les connaissances formalisables, ça vous donne un répertoire d'ontologie, de concepts qui sont bien présentés, qui sont structurés entre eux. Et donc vous avez les espaces géographiques, les villes, les personnages, etc. Donc vous avez une représentation du monde formalisée qui vous est donnée par Wikidata. Par contre, limite de la formalisation, on ne peut pas tout formaliser. Pour formaliser, il y a de l'informel, et l'informel est une condition du formel, mais il ne peut pas être absorbé par le formel. On ne peut pas tout dire dans Wikidata. On ne peut pas tout représenter dans Wikidata. Mais le point clé ici, c'est que Wikidata, c'est une formalisation du monde au sens que tout ce qu'il y a dans Wikidata possède une signification sur laquelle on s'est déjà mis d'accord et on sait ce que ça veut dire. Ça a du sens, en gros. Troisième point, ChatGPT. Alors, je pense que vous avez tous fait joujou avec ChatGPT, hein, c'est le dernier joujou à la mode. Alors ça, c'est intéressant parce que dans ChatGPT, il n'y a pas de formalisation, il y a une étape différente, c'est la codification. Comment ça marche ChatGPT en 2 mots? Vous prenez plein de textes et vous allez faire ce qu'on appelle une tokenisation. Alors, tokenisation, c'est un mot barbare qui vient de token en anglais qui veut dire jeton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos textes, vous allez les casser en tout petits jetons qui sont par exemple un caractère, une suite de caractères, un signe de ponctuation, un signe graphique, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un token. Et ce que va faire ChatGPT dans son apprentissage, c'est qu'il va apprendre tous les contextes que partagent les tokens ensemble, avec l'hypothèse que 2 tokens qui ont les mêmes tokens voisins veulent dire la même chose. Ce que veut dire le token, ce que veut dire telle lettre, etc., on s'en fout complètement. Il y avait un slogan des années d'IBM, des 70 d'IBM, quand je veux gagner de l'argent, je vire un linguiste. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire un traitement, un système de traitement de la langue, il faut virer tous les linguistes pour qu'ils marchent. Pourquoi? Parce qu'on va remplacer les linguistes par les données. Et dès l'instant que je suis capable d'apprendre les contextes des tokens entre eux, je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'ils veulent dire et de savoir ce qu'ils signifient pour savoir répondre à mes questions qui sont faites en tokens. Parce que vous, quand vous faites un prompt GPT, vous lui proposez des tokens et vous, il va vous renvoyer d'autres tokens. Ce que vous avez dit, il s'en fout. Ce que ça veut dire, ce qu'il répond, il s'en fout. Ce n'est pas le problème. Token entrée, token sortie. Point. L'histoire s'arrête là. Donc ça veut dire que c'est très important parce que vous avez non pas une représentation qui représente le monde, vous avez une représentation qui ne représente rien. C'est-à-dire que les tokens, c'est insignifiant sans signifier. C'est-à-dire pas insignifiant. C'est juste de la manipulation de tokens. Alors pourquoi ça marche? Alors ça marche, mais pas si bien que ça. Mais pourquoi ça marche quand même? Pour une raison très simple, c'est que pour faire cet apprentissage de comment sont utilisés les tokens les uns avec les autres, on a absorbé des millions de textes qui viennent de Wikipédia, qui viennent des journaux, qui viennent de plein de choses. Et donc, ça veut dire que ChatGPT est une mémoire structurée de ce qui a déjà été dit, mais pas de ce que ça voulait dire et pas de ce que ça représentait. Ce n'est pas une mémoire de ce qui a été énoncé par les gens en pensant ce qu'ils disaient, et ce n'est pas une mémoire de ce que ça représente dans les documents qui sont consignés. Donc, ce n'est pas une mémoire qui parle du monde, parce qu'il n'y a pas de monde dans ChatGPT, et ce n'est pas une mémoire d'auteur, parce qu'il n'y a pas d'auteur dans ChatGPT. Les textes, on ne peut pas les retrouver. Les textes sont noyés sous forme de tokens. L'espace interne de ChatGPT, les textes ont été absorbés et sont représentés sans qu'on sache les retrouver. Donc ça veut dire que ChatGPT a éliminé le sens. Donc ça c'est important parce que c'est un nouveau geste. Jusque-là, quand on prenait un contenu, on disait un contenu c'est ce qui a du sens. Ce que vous dit ChatGPT, la dernière figure du numérique, pour faire du numérique, j'élimine le sens et après je bricole avec le code. Et je n'ai pas besoin d'autre chose. Et nous, ça nous suffit parce que dans la plupart du temps, on veut retrouver le déjà dit, indépendamment de qui l'a dit et indépendamment de ce que ça veut dire. Et donc c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle les hallucinations dans ChatGPT. Moi, j'ai fait ma requête sur moi-même. D'abord, j'étais mort sur ChatGPT, ce qui est un peu désagréable. Et par contre, ce qui était flatteur, c'est qu'il m'a donné plein de titres de livres et d'articles en profusion que j'ai jamais écrits, mais j'aurais aimé pouvoir les avoir écrits. Alors, ça veut dire quoi dans ChatGPT? C'est que le déplacement qu'on va avoir.
C'est ça, voilà, c'est ça, oui, c'était à la fois traumatisant et plaisant. Alors, la conséquence de ChatGPT, je vais conclure là-dessus, c'est que, du coup, il entraîne quoi? Bah, la première chose, je vous l'ai déjà dit, c'est l'élimination du sens. Le numérique peut opérer par codification en faisant abstraction du sens parce qu'il n'en a pas besoin. Donc ça veut dire que le sens, c'est à nous de le gérer en amont et en aval. En amont, à travers les documents qu'on va lui donner, c'est ce qu'on appelle la curation des données, etc. Et en aval, par le fait que quand j'ai une réponse de GPT, le fait que moi j'en fasse une réponse qui vient de quelqu'un qui parle de quelque chose, c'est moi qui l'assume. C'est à moi de faire cette sémantisation de la réponse de ChatGPT, parce que ChatGPT ne parle de rien. Il ne reproduit que ce qu'il a déjà rencontré comme texte, une espèce de psittacisme alphabétique. Hein. C'est un perroquet savant, hein, ChatGPT. Mais très savant par contre, hein. C'est ça qui le fond, hein. C'est qu'il est très très savant. Donc, élimination du sens. Deuxième chose, élimination du réel, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel dans ChatGPT, il n'y a que des données qui se font passer pour le réel. Et ça, c'est un problème également pour la science, on en parle aujourd'hui. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, souvent, dans certaines disciplines, ne vont pas voir le réel, ils vont voir un entrepôt de données. Ce données qui est déjà une codification du réel. Et donc, il faut être capable après de réinterroger le réel à partir de données. Mais la donnée étant là, des fois, on se dit, bah, c'est pas la peine, la donnée est là, j'ai pas besoin de recommencer le travail. Donc, en fait, il y a une dérive épistémologique, hein, où on produit des données à partir des données. Exactement comme ChatGPT commence à répondre à des prompts faits par ChatGPT. Hein. C'est une espèce de spécularité. C'est-à-dire qu'en fait, on perd le monde et le sens, hein, à travers ce piège du numérique. Mais ça tient qu'à nous d'en sortir. Hein. Le numérique n'avance pas masqué là-dessus. Hein. Alors, les trois problèmes qu'on va avoir, bah, c'est les problèmes très classiques qu'on retrouve également à l'encyclopédie, c'est comment est-ce qu'on peut prouver avec du numérique, sachant qu'il ne parle pas du monde et qu'il n'y a personne qui parle. Donc, quel est le mécanisme de la preuve? Et le paradoxe, c'est que ça paraît d'autant plus prouvé que c'est produit par du calcul à partir de l'ordinateur. Mais ce qui compte, c'est pas que ça soit produit par du calcul, ce qui compte, c'est que ça soit validé par le réel. Hein. Et donc là, on a un déplacement en fait, de la preuve, de la confrontation au réel à la répétition par le calcul. Deuxième chose, la confiance. Comment est-ce que j'accepte ce qu'on me dit? Bah là, c'est la crise de l'institution de Wikipédia. Si n'importe quoi peut être dit par n'importe qui, à qui je peux faire confiance en termes de acceptation d'une vérité et d'une connaissance? Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est n'importe qui s'improvise expert. On a plus ce colloquium des chercheurs entre eux. Et les chercheurs, là où vous n'avez pas évoqué, moi, un truc qui me terrifie, c'est que j'ai beaucoup de collègues qui pensent qu'il faut faire de la recherche engagée. C'est-à-dire que non seulement il faut chercher sur des choses, mais avoir un avis sur la question. C'est-à-dire qu'il faut évangéliser. Hein, voilà. Et là, c'est contradictoire avec le projet encyclopédique. On ne peut pas être à la fois et chercheur et militant. Et le dernier, c'est un problème éthique, c'est que dès que vous avez utilisé du numérique, eh bien, il y a un problème qui est d'assumer ce que vous faites avec le numérique. Le numérique, lui, n'assume rien. Et donc, c'est à vous de dire, quand vous reprenez, c'est ce qu'on dit à nos étudiants, ils nous font des rapports avec ChatGPT. Bah, écoutez, c'est très simple, vous passez au tableau et vous allez m'expliquer tout ce qu'il y a dedans. Vous allez assumer tout ce que vous avez dit avec ChatGPT. Évidemment, je ne vous raconte pas, c'est la mort du petit cheval, hein, bien sûr. Mais c'est ça l'intérêt, c'est que, évidemment, c'est un outil fantastique. Il serait bien idiot de ne pas l'utiliser. Par contre, ils oublient toujours le petit codistique tout en bas qui dit, quand j'utilise ChatGPT, il faut que je comprenne ce qu'il me dit. C'est-à-dire que je sois capable de me réapproprier et le réassumer en tant que tel. Donc on a un mécanisme littéral fantastique qui a une puissance de feu qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, mais qui n'est qu'une mécanique littérale. Le sens, il nous le laisse, et le rapport au monde, il nous le laisse. Du coup, c'est à nous de nous le réapproprier. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'est un côté. Je trouve que c'est assez. Alors, d'une part, je trouve que mon ordre était pas mal, mais ça s'est pas passé comme ça de l'histoire à vous et à vous. Et deuxièmement, comment je vais dire, je trouve que les trois interventions donnent des perspectives assez vertigineuses, si j'ose dire, parce que l'une, c'est quand même cette espèce d'extraordinaire aventure qui est ChatGPT, qui est l'encyclopédie, pardon, c'est intéressant. Voilà, oui, c'est ça. Le deuxième, c'est la capacité, à partir du savoir, de déformer le savoir, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, justement,
la différence entre le contenu et puis le sens, en fait. Hein. Je crois que ça, c'est très important. Et ce que vous avez dit. Alors, avant de donner la parole à la salle, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions, moi, je voudrais vous en poser deux avec des réponses un peu rapides. Il y a quand même quelque chose de très structurant dans l'encyclopédie, c'est le progrès. C'est-à-dire que les encyclopédistes croyaient au progrès et croyaient surtout que, je cite de mémoire, mais je crois que c'est Diderot, et si c'est une fausse citation, je suis absolument sûre que vous allez reconnaître cette erreur, que les hommes évidemment, savants, étaient capables de faire la différence entre les techniques qui faisaient avancer la nature humaine, c'est-à-dire le progrès, et les techniques qui faisaient qu'elles ne faisaient pas avancer, et donc il n'y avait pas progrès. Moi, je trouve que c'est une question extraordinairement actuelle dans tout ce que vous avez dit dans les trois, en fait. Hein, c'est-à-dire que le regard sur le progrès de l'encyclopédie, parce que c'était quand même pour faire avancer la connaissance et donc pour faire avancer le progrès. Vous êtes d'accord, mais vous vous interrogez sur la manière dont ce progrès aujourd'hui est dévoyé par une espèce de perversion, en fait, de la connaissance. Et vous nous dites que le progrès technique, qui est incommensurable par rapport au numérique, etc., finalement, n'entrave pas le progrès humain à condition que l'humain s'en mêle, si j'ose dire. Hein. Enfin, voilà, exactement. Alors, finalement, mais moi j'ai une autre question en fait dans ce que vous avez dit, c'est est-ce que finalement cette séparation entre la connaissance et la manière d'approcher la connaissance par des techniques qui ne font pas sens en fait, hein, ou qui font sens par accumulation, mais qui ne font pas sens au départ. Est-ce que ça n'autorise pas? Est-ce que finalement ça ne, comment dirais-je, ça n'excuse pas ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire en fait le fait que dans certains pays, vous voyez très bien qui, je pense, ou bien dans certains réseaux, finalement, l'ignorance vaut la connaissance. C'est ce que vous avez dit, inoculation. Madame, avant que vous arriviez, je veux dire, Stéphanie Rosa parlait du vaccin, etc., et de l'épisode Covid, etc. Quelle est pour vous la réaction? Où est le progrès dans tout ça? Alors, on va faire... voilà, oui, vaste sujet. Par une dérobade. Le mot progrès chez Diderot possède toujours un complément. Ce n'est pas un absolu. Je ne lis pas chez Diderot le progrès. Je peut-être peux le lire chez Condorcet, chez Diderot non. Alors, mais je crois d'ailleurs, j'avais cette question du progrès en tête évidemment. C'est pour ça que je vous ai lu ce passage où Diderot dit mais dans 2000 ans n'existera plus. Le nom va rester, mais la civilisation. Alors, je pense que cette idée d'un progrès infini et indéfini n'est pas chez Diderot. Il est peut-être chez Condorcet. Ça, je ne le nierai pas. Mais il me semble, en tout cas, que la vision future, qui est essentielle, importante, mais elle a peut-être un rapport avec le regard historique sur les civilisations anciennes, qui ont progressé tant qu'elles ont pu, mais qui n'ont laissé que des traces. Je n'irai pas plus loin. Je sais que c'est un peu une dérobade, la façon. Alors, c'est vrai que le progrès, c'est un peu une vaste question. Alors souvent, on a l'impression de réduire le progrès maintenant à la notion de progrès technique. Technique ne veut pas dire progrès, mais veut toujours dire changement et évolution. Alors, nous, à Compiègne, on a une thèse qu'on appelle la thèse TAC. C'est la thèse de la technique comme anthropologiquement constitutive. Ça veut dire quoi? Oui, c'est chic. Hein. Ça veut dire que l'humain est la seule espèce animale constitutive. Oui. Alors, oui, c'est pas mal. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose, du coup, voilà, ça impressionne le chaland. Donc, l'idée, c'est de dire que l'humain n'est pas la seule espèce animale à avoir de la technique. Par contre, c'est la seule à évoluer avec sa technique. C'est-à-dire que la technique le fait évoluer et il évolue, il fait évoluer sa technique. Et donc, il y a forcément, du coup, un progrès technique à partir du moment où l'humain vit
et ce progrès technique, en fait, rejaillit sur le comportement humain. Après, est-ce que c'est un progrès social? Est-ce que c'est un progrès économique? Est-ce que c'est un progrès moral, éthique? Ça, c'est une autre affaire. Comme ça vient d'être dit, le progrès, ce n'est pas une notion monolithique, hein, absolue. Et donc, qu'il y ait une évolution due à la technique, une évolution de la technique, ça c'est avéré par l'histoire, quels que soient les bouts par lesquels on l'apprenne. En revanche, que ce progrès soit toujours constaté comme un bénéfice quelconque, eh bien ça c'est ce qui reste à raisonner justement. Hein. J'aime bien le sous-titre de l'encyclopédie, qui est un dictionnaire raisonné, c'est-à-dire que le progrès c'est sous l'égide quand même d'un discours de rationalité et de discussion et de raison, qui n'est pas uniquement la technique. Ce que pose comme difficulté la technique, c'est qu'elle invente des problèmes qu'on n'avait pas avant. Hein. Pour un exemple très simple, à partir du moment où vous avez inventé le couteau, eh bien, vous inventez une nouvelle partition du monde, ce qui est tranchable et ce qui ne l'est pas. Et donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai le droit de trancher? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de trancher? Est-ce que j'ai le droit de trancher le cou de ma voisine? A priori, ça ne se fait pas. Voilà. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, mais on n'a pas le droit de le faire. Est-ce que je peux couper mon steak? Oui, c'est une manière, voilà, je peux couper du bois, etc. C'est-à-dire que la technique change ontologiquement le monde et le reconfigure. Et du coup, ça pose des problèmes éthiques, c'est-à-dire le devoir agir. Le pouvoir agir se modifie et donc le devoir agir change. Et c'est là où la technique pose des questions au progrès moral, au sens on a de nouveaux problèmes et il faut savoir comment est-ce qu'on va les traiter. Par contre, la technique, évidemment, n'invente pas les réponses aux problèmes qu'elle suscite. Hein. C'est un problème qui doit se faire ailleurs. Oui, j'irais dans le même sens que ma collègue. Le XVIIIe siècle parle des progrès, en fait. Il ne parle pas du progrès. Effectivement, ça commence à changer avec Condorcet, et c'est le XIXe siècle. Alors, on a aussi, chez les philosophes écossais, les Lumières écossaises, on a l'idée qu'il y a 4 stades d'évolution de l'humanité et que toute l'humanité doit passer forcément à un moment ou à un autre par ces 4 stades, qui sont des stades, pour le coup, de progrès. Donc, c'est l'idée du progrès unique, c'est-à-dire l'idée que le progrès soit à la fois universel, mécanique et nécessaire. Cette conception du progrès-là, elle se constitue lentement au XVIIIe siècle, et en fait, elle est vraiment portée plutôt par les penseurs du XIXe. Donc, là où les Lumières sont intéressantes, c'est justement que ces questions sont déjà sur la table, c'est-à-dire la question du rapport entre les progrès, entre le progrès technique, est-ce que le progrès technique, le progrès du commerce entre les nations va avec le progrès moral, le progrès politique? Tous ces progrès sont, comment ils s'articulent les uns aux autres, c'est une question. C'est une question qui n'est pas qui admet des réponses différenciées. La réponse de Rousseau n'est pas la réponse de Diderot. Donc c'est un débat. Par contre, il y a quelque chose qui est, me semble-t-il, transversal, peut-être en excluant Rousseau, alors pas chez tous les penseurs des Lumières, mais chez un certain nombre, c'est l'optimisme, au sens la confiance dans les capacités de l'espèce humaine à progresser. Et d'une certaine manière, alors je parle sous le contrôle de ma collègue, mais il me semble que l'encyclopédie est en partie l'expression de cet optimisme, au sens où il s'agit de... c'est dans une citation qu'on a entendue tout à l'heure, c'est pour permettre le bonheur, pour permettre de nous rendre plus vertueux et plus heureux, donc pour permettre un progrès de l'espèce. Donc il y a un optimisme, et c'est un optimisme qui est aussi, qui n'est pas un optimisme béat passif, mais qui est un optimisme, j'ai envie de dire, militant. C'est-à-dire que c'est une sacrée entreprise, hein, on l'a vu, un sacré effort collectif. C'est des risques personnels pris par individuellement les philosophes, et notamment les 2 directeurs de l'ouvrage, qui ont fait de la prison, qui ont été inquiétés personnellement. Donc le progrès est possible, il est souhaitable, et il faut se battre pour lui, même si il n'est pas inéluctable, même si certains progrès peuvent s'avérer désastreux sur d'autres plans, etc. Alors, moi, j'ai envie de dire quand même que, certes, le progrès technique, en fait, on a appris à s'en méfier, notamment parce qu'on est dans une situation de crise écologique majeure. L'épuisement des ressources est un peu à notre porte. Et donc, du coup, là, on est tous un peu angoissés à se demander où va le progrès technique, etc. C'est pas la première fois. Dans les années 60, il y avait l'arme atomique qui faisait peur à tout le monde. Donc, effectivement, le progrès technique, il est peut-être celui qui nous fait le plus peur. Mais j'ai envie de dire que pour le coup, c'est une question politique et démocratique. C'est-à-dire que la question, c'est qui décide d'une part de l'usage de la technique,
des usages légitimes, illégitimes, qui légifère, etc. Donc c'est vraiment une question pour moi qui est... on ne peut pas parler du progrès technique indépendamment de la question politique, sauf que, et là je suis d'accord avec l'autre collègue, le fait est que l'invention de nouvelles techniques n'est pas sans effet sur sur nos modes de vie, notre façon d'appréhender le monde, nos relations humaines. Et donc, jusqu'à quel point, mais c'est une question, jusqu'à quel point on maîtrise les effets de la technique. Il y a une question politique, il y a des aspects qu'il faut et qu'on peut maîtriser, mais on ne maîtrise peut-être pas tout, et certainement pas tout, en fait. Donc, voilà, c'est une question qui est complexe. Merci. Je pense que vous avez les uns ou les autres des questions. Et comme les échanges ont été très riches et qu'il est assez tard, on va prendre 3 questions seulement. Et pendant que j'apporte le micro là-bas, j'avais une demande pour toi, Bruno, puisque est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ta définition de la connaissance qui éclairera ta théorie du support, puisque c'est ta théorie du support. Oui, c'était... C'est que tu es capable de le faire en une phrase. En fait, la connaissance, c'est la capacité à atteindre un but ou à agir. Alors capacité, ça veut dire que c'est une notion d'idéalité, c'est-à-dire qu'on est capable de le faire, mais pas forcément de le faire. C'est pas le fait de le faire, c'est le fait d'être capable de le faire. C'est pour ça qu'il y a un apprentissage, qu'on va par exemple s'alimenter de contenu, etc. Donc la connaissance, c'est la capacité à mettre en œuvre, à savoir faire quelque chose. Donc les animaux ont des connaissances. Je pensais à une autre technique aussi assez récente, et vous avez l'air d'être assez versé là-dedans. Je parle du RAG, Retrieval Augmented Generation, qui permet d'adosser le calcul à une base de connaissances. Est-ce qu'il y a un espoir de s'affranchir des hallucinations en allant dans ce sens-là, ou est-ce que le verre est dans le fruit quelque part et qu'on tombera toujours sur le même problème? Oui, alors, donc le principe de fonctionnement de ChatGPT, c'est le fait de répondre par probabilité et vraisemblance. C'est-à-dire qu'en gros, vous posez une question de GPT, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va vous faire la suite de caractères qui est la plus probable par rapport à ce que vous lui avez déjà posé comme question. Donc vous lui dites le petit chat, et lui vous répond probablement il est mort. Le petit chat est mort, femme savante. Voilà. Donc on est dans cette réponse par vraisemblance, pas par vérité. C'est pour ça qu'il peut halluciner. Et donc, pour pouvoir pallier ce problème, on a eu l'idée de dire à ChatGPT, en fait, on va lui dire de respecter certains faits. C'est-à-dire qu'il y a des faits qu'on connaît, on va lui soumettre, et il va devoir répondre en prenant en compte ces faits qu'on lui a fournis. Et donc là, ça devient assez intéressant, mais en même temps assez pathétique. On introduit la vérité, mais du coup, on utilise ChatGPT pour faire de la synthèse textuelle. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, ça sert à juste à mettre en français, en texte, des données qu'on possède par ailleurs. Et donc, dans les entreprises, ça se fait beaucoup. Vous avez un gros rapport avec plein de données, etc. Eh bien, vous demandez à ChatGPT de vous l'écrire en français. Ça vous fait votre rapport, il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est fait pour vous. Donc, d'une certaine manière, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est du coup tout ça pour ça. Parce qu'il faut assécher plusieurs centrales nucléaires, etc., pour faire des millions de documents appris, parce qu'on a la paresse de faire la synthèse textuelle à partir de quelques données qu'on a dans... Voilà. Donc là, c'est un peu déraisonnable comme usage, en fait, par rapport à ce que c'est capable de faire. En revanche, le principe même de ChatGPT fait que les hallucinations, on les aura toujours. Même les citations sont reconstruites. Nous, quand on utilise ces trucs-là pour faire de la codification, on pose des questions et on dit justifie chaque réponse en donnant 3 verbatims. Et les verbatims sont reconstruits lettre à lettre. Alors, moi, j'ai quand même une question. Ça sera la dernière. J'ai compris. J'allais le dire, mais tu me l'as. Voilà, mais tu me l'as enlevé, mais j'allais dire, et ce sera la dernière, uniquement pour te rassurer. Moi, je suis comme ChatGPT. Non, c'est-à-dire que vous êtes professeur d'université, tous les 3 d'ailleurs, et vous savez reconnaître un étudiant qui utilise ChatGPT, etc. Et pas toujours en plus, d'accord. Mais quand vous, voilà, on s'est tous fait avoir, vous êtes tous fait avoir. Mais est-ce que vous n'avez pas, enfin, avec le principe de paresse, est-ce que finalement cette accumulation de connaissances n'est pas absolument le contraire de celle de l'encyclopédie, qui était fondée sur l'effort?
et vous l'avez dit, le courage au point de se faire emprisonner, etc., etc. Est-ce que finalement, même si c'est extraordinairement pratique, extraordinairement prestigieux sur le plan du savoir technique qui forge tout ça, est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression que ce type d'instrument va, c'est vous qui êtes spécialiste du numérique culturel, va pas fonder une civilisation répétitive finalement, et par ailleurs une civilisation qui échappe un peu à l'effort personnel? Non, mais moi, je pense que, si on y prend garde, les jeunes générations vont devenir complètement débiles, ça c'est clair. Enfin, moi je le dis franchement. Moi, mes étudiants, c'est terminé, je fais plus aucun devoir à la maison, je leur fais tout faire sur table avec un papier et un stylo, et je passe dans les rangs pour être bien sûr qu'ils sont pas là avec leur téléphone à faire le devoir. Hein. Donc voilà, moi, je leur dis, je leur explique, je leur fais un laïus au début de chaque cours sur ce que ça fait à leur cerveau de passer 2 heures sur TikTok, etc. Faut être hyper. Enfin, moi, je suis assez radicale sur le sujet. Mes enfants, je suis tout à fait facho avec eux. Enfin, je veux dire, voilà, je fais très attention. Je pense que c'est des outils extraordinaires. À partir du moment où on a déjà l'esprit formé, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de formation à l'esprit critique, etc. C'est aussi ça, c'est aussi savoir ce que font les réseaux sociaux à votre cerveau, notamment quand vous avez 16-17 ans et que le cerveau, il n'est pas complètement formé avant 25 ans. Il n'est pas complètement terminé. Donc il faut donc moi je pense que c'est pour ça qu'il faut de la régulation, de la législation. Il faut que les enseignants soient extrêmement comment dire, aussi formés à ces questions, à ces problèmes, etc. Et moi je trouve qu'on a un déficit, on a un déficit de formation. Ouais, déficit de formation sur l'intelligence artificielle par exemple. On est tous comment dire, obligés de bricoler un peu les uns les autres. Enfin, moi, j'ai pas eu on m'a rien proposé. Il y a plein de collègues à qui on propose rien comme formation, donc c'est aussi un problème. Je pense qu'on peut vraiment. Moi, je commence après avoir tâtonné, etc., à trouver des usages et qui peuvent nous accélérer un certain nombre d'étapes de notre travail. Pas travailler à notre place, mais vraiment travailler pour nous dans un certain nombre de domaines. Mais c'est clair qu'il faut être très prudent individuellement et collectivement. Et en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant qu'enseignant, etc., en particulier. Ouais. Je vais vous donner la parole et puis laisser, comment dirais-je, l'historienne conclure par rapport à sa connaissance de l'encyclopédie. Alors, génération de crétins, on a toujours eu ce problème-là, en fait. Hein. Parce que, d'une certaine manière, quand Wikipédia est apparu, je me souviens les débats qu'on avait à l'université en disant c'est la fin du livre, c'est la fin du cours, etc. Et en fait, il a fallu apprendre à utiliser Wikipédia comme nos étudiants. Et en fait, alors en sciences dures, quand on a les articles sont plutôt bien faits, en fait, parce qu'on retrouve exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a que les experts qui se lancent dans l'écriture d'articles Wikipédia. En fait, le circuit éditorial classique reprend ses droits. Ça marche très bien, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, le problème, c'est, si vous prenez ce débat sur faire soi-même ou paresse, c'est exactement le débat qu'on a aussi sur l'industrialisation, l'artisanat au 19e siècle, hein, avec l'art nouveau, etc., qui était venu en rébellion à ça. Donc, la difficulté, c'est de savoir ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on va adapter nos habitudes, parce qu'on est désynchronisé par rapport aux faits techniques. Qu'est le fait éditorial aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, par exemple, la salle de classe, l'amphi, c'est des techniques qui ont été mises au point au 19e siècle pour gérer la massification de l'université dans un système d'impression éditoriale. Bon, ben là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, nos outils ne sont pas adaptés. On est désynchronisé, on est en contre-pied, puis à contre-pied par ce outils-là. Et là, c'est exactement ce que vous dites. Moi, je fais pareil, retour à l'oral, retour au devoir sur table, etc. Et on revient à la dispute médiévale, parce que ce qui compte, c'est pas ce que les gens ont consulté. Et là, voilà, hein, on en revient à ce genre de choses. Et le mal vient bien avant ChatGPT. Hein. Il y a une petite astuce que vous connaissez tous sur le numérique, c'est le copier-coller. Hein. Le copier-coller, c'est un truc incroyable. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut recopier sans lire. Non, mais je ne sais pas si vous voyez les conséquences que ça a. Mais on recopie sans lire. Alors, des fois, c'est très pratique. La plupart des codeurs, informaticiens, recopient du code sans le comprendre. Non, mais c'est vrai, c'est l'intérêt de ça. Hein. C'est quand même très, très puissant. Donc, ça permet de faire plein de trucs. Mais ça compte, on est en logique d'assemblage.
C'est-à-dire que les compétences cognitives, c'est une logique de l'ego. C'est plus une logique d'interprétation. Donc on passe d'une logique herméneutique d'interprétation, on comprend ce que l'on lit, à une logique de manipulation de ce que l'on reprend. C'est des compétences. Hein. Un programmeur qui sait utiliser une méthode de programmation, ça vaut de l'argent sur le marché du travail. Mais il manipule, il ne comprend pas, il n'interprète pas. Parce que la compétence est déplacée. Là, il faudrait éviter, c'est le trou noir entre la compétence herméneutique et la compétence de manipulation. C'est-à-dire qu'on ne sache faire ni l'un ni l'autre. Et là, on tomberait vraiment dans la fabrique de crétins. Là, pour l'instant, on ne fait rien pour l'éviter. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je ne sais pas et je ne me permettrai pas d'interpréter, mais je vais revenir sur ce que vous disiez, Bettina Laville. Vous avez employé le terme important, me semble-t-il, qui est l'effort. Je crois que c'est très important. Et pourquoi? Non pas parce que voilà, travailler prenait de la peine, La Fontaine nous l'a dit, on le sait depuis toujours. C'est pas ça. C'est que nous vivons dans un monde où tout pousse à consommer. Or, la question de la consommation, donc est une question politique, commerciale et tout ce que vous voudrez, à mon sens, est essentielle. Parce que c'est non seulement des crétins, des imbéciles, enfin tout ce qu'on... Pauvres gosses, on les traite de tous les noms, mais c'est pas eux qui sont responsables. C'est le monde dans lequel ils vivent et dans lequel il faut qu'ils consomment. S'ils ne consomment pas, ils sont rien. Et à mon sens, tout ce que nous déplorons dans la facilité avec laquelle on peut se procurer, alors non pas des connaissances, ou peut-être parfois des connaissances, des contenus, tout ce qu'on voudra, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et je pense qu'au-delà même, au-delà ou au cœur de tout ce que nous discutons ici en ce moment, il y a tout ce qui pousse au moindre effort et tout ce qui pousse à consommer. Ce ne sont pas les mêmes gens qui consomment et qui récoltent. Voilà, c'est tout. Jolie conclusion, c'est pas l'environnementaliste que j'essaye d'être qui vous dira le contraire. Voilà. Mais écoutez, merci vraiment à tous les trois. Merci à tous. C'était une vue de l'encyclopédie de nos jours. On n'a pas traité le problème qu'on aurait pu traiter, c'est-à-dire est-ce que finalement tout ça va mener à l'ignorance et à la répétition? Moi, je crois que c'est un risque, mais en même temps, on ne peut pas aller... voilà, là, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la réalité, c'est le vert. Merci, bonne soirée.